9h-10h, AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, à vos sports. On va parler de sport ce matin, mais on va parler des sports de l'esprit qui ont le vent en poupe et même leurs championnats régionaux et mondiaux. Steve est avec nous. Bonjour Steve. Alors Steve est avec nous a priori. Non. Normalement, si. Mais normalement, ça ne veut rien dire. Si, on l'entend tousser. J'ai entendu ça tout. Steve. Alors, Pourtant, ça fonctionnait tout à l'heure. J'ai fait des tests en antenne. Ouais. Là, Nicolas, t'es en train de dire que les tests que tu as fait en antenne ne fonctionnent pas quand on est en direct. Ouais. Ben oui, c'est pas normal. Est-ce qu'on peut, on peut récupérer Steve? Ben j'aimerais bien. Ah ben voilà. Mais faut dire que Steve, il est en horaire d'été là en ce moment. Je suis désolé de te réveiller, Steve. Hein. Non, c'est un grand plaisir d'être présent, Philippe. Bah je sais pas, tu m'as dit que tu te réveillais à midi maintenant. Ah bah écoute, c'est l'épigénétique, c'est le fait de... Il faut y croire déjà, l'épigénétique, parce que je rappelle que si tu y crois pas, ça marche pas. Si tu crois pas que au bout de 18 minutes dans la mer, il se passe un phénomène, que le magnésium, etc., produit un reboot énergétique dans ton corps, il ne se passe rien. Concrètement déjà. Et puis, si tu vas vivre à l'autre bout du monde pour vivre comme un Françaoui là dans sa campagne, ça n'a aucun sens. Reste chez toi à ce moment-là. Voilà. Donc bon. Moi, j'habite à Tanger, les Tangérois ont un certain rythme, et donc je m'adapte à l'environnement, et je me réveille à midi, je fais comme tout le monde, Philippe, tu sais. Voilà. Vous déconfinez là ou pas encore? Alors on est... c'est un mood en fait, c'est un mood, c'est un délire, voilà. Là pour l'instant on a le droit à tout, sauf à la plage. Voilà, il nous reste la plage encore. Voilà. Donc bien. On la regarde, on la voit tous les jours, elle est là, les gens c'est bien. On la caresse. Mais c'est interdit. Elle vous appelle. Philippe, le désir vient du manque. Ça me rappelle quelque chose, ça. Exactement. Steve, entraîneur de l'équipe de France de lecture rapide. Et puis, alors, on a aujourd'hui sur le plateau le nouveau champion de France de lecture rapide. Il s'appelle Amine Touari. Bonjour Amine. Bonjour à tous. Voilà, 28 ans, nouveau champion de France de lecture rapide. Il est comme tu aimes, hein, tu vas voir. Bah, tu le connais pas puisque ça s'est passé à distance, mais il est bien le petit. Je te dis tout de suite, là, il est bien. 28 ans, il y en a sous le pied. Hein. C'est ça qui est bon, Philippe. Nous, on recrute que de la graine de talent. Voilà. Et puis Antoine Boule est là. Bonjour Antoine. Bonjour Steve, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Voilà. Salut Antoine. À peine plus vieux, 30 ans, et lui, c'est le nouveau champion de France de mind mapping. Ça va Antoine? Super. Plutôt timide Antoine, par contre. Très content d'être là. Voilà. Bien. Tiens, Antoine, pour tous ceux qui nous écoutent, parce que le mind mapping, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est. Déjà, comment est-ce que vous en avez entendu parler? Dans la formation de Steve, où il nous apprend justement à utiliser le mind mapping, mais au départ le webbing pour retenir des vidéos, des textes ou des conférences. Donc j'utilisais ça au départ, le webbing, et ensuite le mind mapping est venu via la compétition et le championnat de France. D'accord. Vous en aviez jamais entendu parler avant? Non. Enfin, je m'intéressais pas forcément à ces sujets-là, mais c'est vraiment à travers Steve que j'ai découvert le mind mapping et la lecture rapide. D'accord. C'était quelle formation? Un booster d'excellence. D'accord. Enfin, un booster d'intelligence pour le mind mapping. Steve me corrige si j'ai une bêtise, mais... Bon, il est loin, ça va, il va pas te corriger il va pas vous corriger trop fort, ça va. Vous risquez moins quand il est loin. Alors pour tout le monde, c'est quoi le mind mapping? Expliquez aux gens qui nous écoutent et comment vous l'utilisez au quotidien. Alors le mind mapping, ça permet de synthétiser, on va dire, un texte. Pour le coup, là, c'était une vidéo via une image centrale, et on va sur cette image centrale faire comme un arbre, des branches qui vont être les différentes idées de la vidéo ou du texte. Et qui vont donc permettre, maintenant quand je regarde le mind mapping, en fait, je vais pouvoir me rappeler toutes les idées via une image qui m'a parlé, une histoire. Par exemple, pour la vidéo donc on a mappé pour le championnat de France, j'avais fait par exemple un hot dog quand Steve en fait parlait de l'histoire du fils qui expliquait à son père que via la crise du coronavirus,
il fallait qu'ils réduisent en fait la fabrication de ce hot dog parce qu'il y allait avoir moins de ventes, parce qu'en fait ça allait, le coronavirus allait enchaîner une baisse du business, etc. Et donc le fils a transmis cette sensation, cette émotion à son père, qui s'est mis donc à réduire son business, etc. Et in fine, il a fermé son business parce qu'il s'est mis dans cet état d'esprit. Et donc pour résumer cette histoire sur une carte, sur une carte exactement, sur une page A3. Donc j'avais juste dessiné un hot dog au bout de cette branche du mind mapping. Et donc maintenant, quand je regarde le mind mapping et que je vois le hot dog, ça me rappelle cette histoire et tout ce qu'il y a derrière. Donc ça permet en fait, via un petit dessin ou un mot, de résumer une idée et un moment de la discussion, du texte qu'on a retenu. D'accord. Et quel est l'avantage, selon vous, à utiliser cette méthode de mind mapping? Déjà, je pense au niveau de la structuration des choses à retenir, des idées. Et au-delà de ça, je me rends compte que j'ai juste à regarder le mind mapping, ça me prend 2 minutes et je me rappelle de tout ce qui s'est été dit pendant l'heure d'émission qu'on a vu, qu'on a écouté. Donc ça permet d'être plus productif, je pense, et d'être plus rapide aussi après pour se rappeler les idées. Et on a des ancrages après par rapport à certaines images qu'on a dessinées, et aussi le fait qu'on dessine, donc il y a un côté plaisant, c'est du plaisir, c'est pas quelque chose de... moi, quand j'étais lors de mes années scolaires, j'étais quelqu'un de moyen en général, qui avait pas de plaisir à prendre des notes ou à écrire ou à retenir par cœur. Et là, le mind mapping, je l'ai fait sans compter mes heures. J'avais du plaisir à dessiner. C'était fluide pour moi, c'était vraiment agréable. Et puis, c'est complètement différent. Au-delà de justement, on prend du plaisir et c'est pas une contrainte d'apprendre, au contraire. Vous l'utilisez maintenant dans toutes vos prises de notes ou vous le réservez à certaines activités? J'essaye, je le réserve plutôt à certaines activités. Je suis plutôt du webbing, comme j'avais expliqué lors de la première interview. Le mind mapping, c'est mes tout débuts. Donc je mets beaucoup de temps à dessiner, ça me prend beaucoup de temps à faire le mind map parce que j'ai un peu le côté perfectionniste où je veux que ça soit bien, donc je prends beaucoup de temps. Alors que le webbing, c'est des termes qu'on entoure et qu'on lit entre eux, et c'est plus rapide, c'est plus simple pour synthétiser, et je prends moins de temps que le mind mapping. Steve, une question à Antoine. Feedback surtout, j'aime bien la phrase « j'étais quelqu'un de moyen à l'école ». Surtout le ton dans lequel il l'a dit, j'étais quelqu'un de moyen à l'école. Il y a la tête qui va avec, on verra sur la vidéo, tu verras. Voilà, je rappelle qu'avec des outils moyens, on ne peut former que des gens moyens. Déjà, c'est la base. Si tu vas dans un établi à Fleury-Mérogis où un détenu fabrique des plaques d'immatriculation, tu auras des plaques d'immatriculation moyennes. Si tu vas dans un établi Ferrari, là tout de suite, tu as une trousse Facom avec 210 clés, tu as la petite odeur qui se diffuse, qui a été sélectionnée, t'as tout ça. C'est complètement différent. Je rappelle aux parents qu'on ne fait pas culpabiliser un enfant parce que il arrive pas, on lui a donné les outils pour qu'il arrive pas. Il y a de nombreuses théories, et je dis pas que j'y crois ou pas, je les diffuse juste, je me permets, qui disent qu'en fait c'est pas le niveau scolaire qui descend, c'est le niveau scolaire qui est descendu chaque année sciemment. Voilà. Parce que en mai 68, on a créé des gens intelligents, on s'est rendu compte, non, c'est parti en vrille le truc. Faut pas les rendre trop intelligents, normal, c'est ce qui est demandé si tu veux à travers un système scolaire, quoi. Voilà. Et on l'a très bien vu dans un pays comme la Chine, qui est un pays communiste et tout. Alors ils sont très forts les Chinois, mais ils veulent pas que le peuple soit intelligent. Et la première fois que je suis parti faire les championnats du monde de lecture rapide, je rappelle qu'on était 4-5. Et quand on est arrivé, on a dit pourquoi? Et ils nous ont dit, non, les Chinois, la lecture rapide, ils veulent pas. Ils veulent bien financer le mind mapping, parce que t'as tout un tas de Chinois qui arrivent, qui apprennent depuis l'âge de 3 ans à faire des dessins, des hot dogs, des trucs. Ça, c'est pas menaçant, si tu veux. C'est pas subversif. Par contre, des mecs qui lisent un bouquin par jour, là, c'est extrêmement dangereux, pour un État communiste. Donc, si tu veux, faut y aller mollo, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, le chien chaud est interdit en Chine depuis très peu de temps, Steve, attention. Et, sous le manteau, tu sais, le plaisir et le désir vient du manque. C'est la baseline de la journée. Quel conseil, Antoine, vous donnez à un débutant, à quelqu'un qui nous écoute et qui ne sait pas ce que c'est que le mind mapping et qui imagine que c'est très difficile à faire parce qu'il ne sait pas dessiner, par exemple? Steve, faire la formation de Steve, et il donne un livre pour apprendre le dessin, parce que je me disais la même chose, je suis pas bon en dessin et je pense pas être quelqu'un de fort, mais il a donné un livre, alors j'ai plus le titre exact, mais pour justement apprendre à dessiner.
C'est un livre de 200-250 pages où on dessine sur le livre et on nous donne des techniques. Alors Steve, si tu as le nom du livre pour m'aider. Pas du tout, non. Là, je l'ai pas. C'est pas grave. Les gens achètent pour l'information, ils auront Choupi dessine. C'est 1400 thèmes et illustrations. Amine, alors merci Amine. C'est quoi 1400 thèmes et illustrations pour exprimer ses idées, quelque chose comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça, celui-là, il est bien. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc pour dessiner, ça c'est hyper instructif. Ouais. Et sinon, la formation de Steve, il nous apprend tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment facile en fait. Moi, quand j'ai découvert ça, en fait, c'est surtout, je me suis rendu compte que, il y a plein d'outils qui sont faciles à apprendre et à mettre en place. Et ce qui est dingue, c'est qu'on les connaisse pas depuis, à l'école, quoi. C'est ça qui m'a rendu. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est pas possible en fait que ça soit aussi simple et qu'on puisse faire ça comme ça. Philippe, j'ai une question parce que tu m'as dit que le chien est interdit maintenant. Le chien chaud là. Le hot dog. D'accord. On peut plus manger de chien en Chine, je pense. On peut plus manger de chien en Chine là. D'accord. Est-ce qu'ils ont aussi interdit le pangolin, les organes de Ouïghours revendus au marché noir? Non. C'est toujours ça, on a le droit. Écoute, si tu veux qu'on ait des passeports pour aller en Chine, si les championnats du monde sont encore là l'année prochaine, on arrête les questions, tu vois. D'accord, ok. Non, je demande parce qu'on interdit le chien, mais toujours l'organe de Ouïghour qu'on met dans un camp et après on le retrouve plus, mais on retrouve le marché de l'organe dans le monde. Faut savoir qu'il n'y a plus aucune demande. Il y a que de l'offre en fait. Et la demande, elle était, je sais plus à combien, genre sur une échelle de Richter à 10, 12. Et là maintenant, elle est descendue à 0. Bizarrement, il y a des organes partout dans le monde. Il y a des reins, il y a des foies, il y a des rats. T'as tout. T'as des yeux même à ce qui paraît. Donc en tout cas, j'espère qu'ils ont interdit les deux d'un même coup. Bien. Pas du tout que je mette le Ouïghour au même niveau que le chien. Les gens ont bien compris, quoi. Ouais. Je pense pas que les championnats du monde de toute façon auront lieu en Chine l'année prochaine. Alors j'ai une grande nouvelle. Parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. L'art de la guerre se situe dans l'espionnage. Les championnats du monde devraient avoir lieu en ligne, Philippe. En ligne? Eh ouais, ils bossent dessus là actuellement. Mais bon, quand ils vont découvrir, quand je l'ai découvert, les mecs ils vont tous se regarder comme dans Agatha Christie là pour voir qui a commis le crime de l'Orient Express, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc plus de voyage, donc c'est tout le monde derrière son ordinateur. Philippe, écoute, la dernière fois, on a bien compris que le roi est mort, vive le roi. Plus de Tony Buzan, en gros, nous ont fait comprendre. Maintenant, vous allez aller dans un gymnase, dans une ZUP désaffectée, dans le froid. On va mettre 2-3 plaques au plâtre, une affiche et ça aura l'air d'un championnat du monde. On a compris qu'il n'y avait plus d'argent. Le championnat du monde, ça intéressait plus personne. Mais alors là, avec le corona, la Philippe, ça c'est la fin des haricots, comme on dit. Et puis, on est revenu une troisième fois, ils nous ont mis dans un gymnase, on a gagné malgré tout. Si tu veux, ils en ont marre de financer un championnat pour que nous on vienne et qu'on gagne. À la fin, c'est plus marrant, ça les fait plus rire. Donc je crois qu'ils vont le faire en ligne. Ouais, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, au dernier championnat, il a fallu changer de salle, en fait. Donc, les Français étaient dans une autre salle. Ouais, ils ont essayé des moyens de déstabilisation, type Gestapo, guérilla yougoslave et ce genre de procédé. Dans le manuel noir, tu trouves ça sur le Darknet. Comment déstabiliser l'adversaire, le faire marcher dans le froid, l'amener dans une salle pourrie, lui briser le moral en fait. Mais bon, ce qu'ils savent pas, si tu veux, c'est nous, si tu veux, on est croisés génétiquement avec du Tchétchène. Voilà, on a 12% de notre ADN qui est croisé avec le Tchétchène. Et nous, le Tchétchène, plus tu y vas, plus tu l'énerves, plus tu l'agaces, plus il est chiant, plus il est con, tu sais. Et nous, on était comme ça, en fait. Donc, en fait, ils n'ont fait que décupler nos forces et nous procurer une victoire qui était déjà facile, mais là, elle était limite ennuyante, si tu veux. Voilà. Avec ou sans chauffage? Sans chauffage, Philippe. Sans chauffage, donc c'est mieux pour les neurones, en fait. Ouais. Et après, donc, on leur a demandé le chauffage, on a exigé tout ça. Vicieux le gars, comme pas possible. Tu sais ce qu'il a fait? Il a mis tous les chauffages à fond, on était en transpiration. Et en plein hiver, moins je sais pas combien, là, des degrés de Chine, obligé d'ouvrir les fenêtres en grand. Ouais. Et je rappelle qu'on a fait l'épreuve de mind mapping dans une salle de musculation avec des tables au milieu. Je juste précise. Voilà, salle de musculation d'un campus chinois, quoi. Voilà. Bien. Antoine, c'est combien d'heures de formation pour pouvoir faire un mind map correct, à peu près? Moi, je dirais au bout d'une journée, on peut faire un mind map correct. Les règles sont, moi, je pense que les règles sont assez simples. Je pense que si on a un bon formateur et que la formation est bonne, en une journée, on est capable de faire un mind map.
Les règles sont simples, mais par exemple en compétition, c'est ça qui vous permet de gagner, le respect des règles. Oui. Ouais. C'est ça, c'est peut-être plus la rigueur, bien suivre les règles. Follow the process. Ouais. Bien, d'ailleurs, on verra tout à l'heure avec Steve comment on booste le mental des gagnants. On verra et on interrogera notre champion de France de lecture rapide, Amine est là. Si vous voulez réagir à l'émission, on est en direct 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon. Voilà, nouvelle génération, les nouveaux champions de France de mind mapping et de lecture rapide sont avec nous. Steve est avec nous. Alors on était avec Antoine Boule tout à l'heure qui est le nouveau champion de France de mind mapping. Voilà. Il a craqué le game comme on dit, mais il faut dire que vous aviez un coach particulier, Antoine. J'ai suivi le webinaire qu'a donné Idriss. Bah voilà. Il expliquait les règles. Qui est champion du monde, donc ça aide aussi quand même. Ça aide aussi. Voilà. Amine est avec nous. Amine. Alors Amine Touari, voilà, 28 ans, nouveau champion de France de lecture rapide. Quel est le livre qui a changé votre vie ? Moi, c'est Heads Up Baseball, personnellement. C'est un livre qui a tout changé. Pourquoi ? Parce que quand on fait du sport à haut niveau, généralement, surtout quand on parle aux Américains qui sont vraiment baignés dans cette culture du sport, en fait, à chaque fois qu'on leur parle, ils vont nous parler de process. De process. Quand tu viens et quand tu joues en France, t'as beau faire des championnats d'Europe, tu n'as absolument aucune idée de ce qu'est le process. Et finalement, en fait, quand tu lis ce livre, il explique pas à pas quel est le process dont tout le monde parle. Et finalement, c'est uniquement te contrôler sur ce qui est contrôlable. Donc, c'est-à-dire comment tu te sens aujourd'hui. Si tu es au niveau, on appelle par exemple, tu as un feu, comme un feu de signalisation. Si tu es en rouge, comment finalement descendre au vert. Quand tu es orange, comment descendre au vert. Et contrôler les contrôlables. En gros, ta vision. Contrôler les contrôlables. Exactement. D'accord. Et ça, c'est un mot. Moi, c'est une phrase clé qui m'a aidé et qui a changé ma vie, clairement. Pourquoi ? Parce qu'on perd trop de temps à vouloir contrôler les incontrôlables ? Pour moi, oui. Pour moi, la pression n'est basée généralement uniquement sur les choses qui sont en dehors de notre contrôle, clairement. Quand on est stressé, par exemple, pour un job, pour avoir une promotion, on est généralement victime de son boss ou faut être dans les petits papiers de quelqu'un. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler finalement ce que quelqu'un d'autre pense de toi. Et en se contrôlant sur les contrôlables, finalement, tu es ancré sur ton développement personnel. Et pour moi, ça change dramatiquement le game. Dans le sens où tu te focuses sur comment améliorer tes capacités en tant qu'homme, en tant qu'humain, comment améliorer tes capacités sociales, comment être finalement une meilleure personne. Et en fait, la victoire, tu l'as déjà gagnée, parce que tu n'es même pas dans le même stade que les autres. Et c'est pour moi, c'est ça qui est clé. Et ça, vous en avez pris conscience quand ? C'est récent ou c'est Non, j'ai pris conscience la première fois que j'ai fait les championnats du monde de baseball. Et là, j'ai vu qu'il y avait clairement une différence avec l'équipe du Canada, les Japonais, les Cubains. Et là, tu dis, ok, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qui tourne pas rond, comme on est formé. Comment finalement, moi j'ai fait sport-études, donc 25 heures d'entraînement par semaine. Et là, tu dis, ok, je doute qu'ils s'entraînent plus que moi. Donc finalement, c'est comment finalement ils font pour ça. Donc ils s'entraînent mieux que moi. Donc c'était pas une question de temps, c'était une question de exactement. Qualité. Exactement. Et dans la formation de Steve, on parle de AT, attention de temps, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est arrêter de s'entraîner pour s'entraîner, mais s'entraîner en ayant un but précis et à chaque fois se jauger par rapport à ce qu'on veut accomplir. Donc la loi des 10 000 heures, vous la remettez en cause ? Non. La loi des 10 000 heures, c'est dire que finalement, c'est toujours celui qui s'entraîne le plus qui est le meilleur, en fait. Moi, je la remets pas en cause parce qu'il y a un livre magnifique de Gladwell sur Outliers qui est exceptionnel là-dessus. Mais il le précise bien dans son livre. C'est pas 10 000 heures classiques, c'est 10 000 heures en étant passionné, en étant concentré, en étant focus. Et il utilise l'expression laser focus. Donc, pour moi, c'est 10 000 heures, d'accord, mais pas 10 000 heures classiques. C'est 10 000 heures en se challengeant, en sortant de sa zone de confort. Et finalement, à la fin, t'as plus de compétition. Si à 5 000 heures, t'es déjà incroyable. Et à chaque fois, finalement, t'as déjà plus de concurrence. Et au final, en fait, ils se battent contre eux-mêmes. Et là, c'est un autre game. Et à ce moment-là, la lecture rapide arrive quand chez vous ? Après le baseball ? Moi, en fait, c'était arrivé... Ou sur le banc de touche pendant les matchs. Quand je suis sur le banc, malheureusement, je joue pas beaucoup. Je suis pas très fort. Non, je plaisante. En plus, je suis le capitaine et maintenant, je suis passé coach de l'équipe de Paris en Division 1. Et c'est ce que j'apprends à mes joueurs maintenant. C'est ce que je leur dis. Et après,
c'est ce qui est compliqué. Et je pense que là, Steve, vraiment chapeau bas, c'est qu'en fait, surtout quand on forme des gens, il faut finalement arriver à former en ayant des approches différentes. Chacun va comprendre les choses différemment. Parce qu'il y a trop de biais. Ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce que l'autre veut finalement nous faire passer comme message. Et Steve arrive à très très bien le faire dans sa formation. Parce que tu as un support écrit, tu as un support aussi visuel, tu as un support auditif. Et tu as énormément... En fait, c'est pour tout le monde. Personne n'est laissé à l'abandon. Et moi, c'est ce qu'aujourd'hui j'essaie de faire. Et j'essaie de progresser là-dessus, clairement. Expliquer de manière différente. Donc, comment est-ce que vous avez commencé la lecture rapide ? Un gain de temps. Aujourd'hui, avec mon travail, c'est vrai que je suis 3 semaines sur 4 en déplacement, beaucoup dans l'avion en fait. Et c'est vrai que je lisais déjà beaucoup, 2 livres par semaine, et je voulais optimiser mon temps en me disant ok, là je lis 2 livres par semaine et j'ai vraiment vu une différence dans absolument tout, dans tout, dans le développement personnel, dans la réflexion. Et du coup, je me suis dit comment finalement optimiser encore plus. Et là, c'est mon frère jumeau qui m'a dit ouais, faudrait que tu regardes les vidéos de Steve. Il est là, le frère jumeau. Exactement. C'est lui qui filme le court métrage d'ailleurs. Vous êtes en train de réaliser un court métrage sur les championnats. Et du coup, c'est vrai que là, quand j'ai commencé la formation, j'ai vu les gens qui lisent avec les doigts. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils font comme cinéma ? Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me font comme cinéma, les gars ? J'ai dit, mais vous avez fumé, les gars. Et après, je me suis souvenu du film Limitless, où en fait, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et là, je me suis dit, c'est peut-être finalement une technique pour piocher dans ces 90% restants. Donc, why not ? Et après, je me suis lancé en me disant, ok. Et en fait, j'ai pas laissé finalement à mon subconscient le choix. Je lui ai dit, ok, s'il y a un mec qui le font, tu vas le faire et keep up. C'est à toi de tenir la route, quoi. Voilà. Il aime bien qu'on lui laisse pas le choix, en fait. Exactement, c'est ce que j'ai découvert. Du coup, je lui ai donné un nom, etc. Exactement comme la formation. J'ai suivi step by step. Alors, c'est quoi son nom ? Moi, c'est Summa. Ça veut dire illimité en latin. D'accord. Donc là, maintenant, vous êtes à quelle dose de livres par jour ? 1 livre par jour. D'accord. Qu'est-ce que vous lisez de préférence ? Moi, ce que je préfère, c'est vraiment les bouquins de stratégie, de finance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des bouquins qui vont droit au but. En gros, pour pas faire d'anglicisme, c'est cut de bullshit. C'est vraiment, on est direct et finalement, on arrive à extraire la valeur du bouquin très très rapidement. C'est pas des bouquins finalement qui s'étendent sur 400-500 pages, alors que en vrai, on a 50 pages de contenu. Là, c'est vraiment... parfois moins, même. Parfois moins. Dans un bouquin de 400 pages, la substance, c'est sur 10-15 pages. Exactement. Exactement. Comment vous faites, par exemple, c'est une question qui revient souvent, Steve, pour la subvocalisation, c'est-à-dire le fait que dans notre cerveau, on se voit lire. La petite voix intérieure, elle est où chez vous ? Ça, c'est parce que du coup, je forme aussi ma mère. Parce que la question, c'est la subvocalisation qui revient, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette petite voix ? Exactement. Et en fait, j'ai vu une vidéo de Steve où, en fait, c'est vrai que quand tu lis et quand tu répètes, finalement, tu perds du temps. Étant donné que... Elle te ralentit. Exactement. Étant donné que c'est ton subconscient qui va gérer 4 milliards d'informations à la seconde, qui va avoir les informations, tu les as. Donc tu n'as pas besoin finalement de les répéter. Et en fait, le début en lecture rapide, ce qu'on t'apprend, c'est que tu dois commencer et tu dois finalement arrêter de revenir en arrière. C'est ça qui perd énormément de temps. Donc là, en fait... les gens reviennent en arrière souvent parce qu'ils pensent ne pas avoir compris ce qu'il y avait avant quand même. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est de la connaissance inconsciente. Pour moi, c'est exactement ça. Tu ne sais pas que tu sais. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, ok, juste continue à lire, arrête de lire dans ta tête, étant donné que finalement, ta main va super vite, mais au niveau, en fait, c'est ton cerveau, tu le ralentis, c'est comme si tu brides finalement ton moteur. Et c'est là où, à force, j'ai réussi à arrêter ça. D'accord. Et sur la question de la compréhension, donc aujourd'hui, parce que plus vous lisez vite, plus vous comprenez ou pas ? Moi, je comprends mieux. Pourquoi ? Parce que finalement, le cerveau passe la seconde. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a découvert la seconde, c'est comme si on roule tout le temps, par exemple, en ville. On roule tout le temps à 50. Dès qu'on va arriver sur l'autoroute, après 20 ans de conduite,
On sait pas conduire. Exactement. On passe à 130. Ouais, tu te dis, c'est trop rapide. Là, je sais pas si vous avez entendu que Steve est tombé de son fauteuil. Là, il a entendu et le cerveau passe la seconde. Il est tombé de son fauteuil. Je sais pas. Non, j'ai entendu qu'il y a des gens qui restaient sur la nationale toute leur vie. Ça, je me suis levé, ça m'a énervé. Et bim, t'es tombé. Comment ça se passe l'apprentissage avec votre mère d'ailleurs? Ça se passe bien. Elle follow the process et maintenant c'est bien parce que j'ai une légitimité. C'est plus facile, on va dire, d'apprendre quand tu as un titre de champion de France que quand t'as quelqu'un d'obscur, même si je suis son fils. Il me dit ouais. Mais surtout si tu es son fils. Exactement. Qu'est-ce qu'il en sait? Bah ouais. Qu'est-ce qu'il sait? C'est moi qui l'ai porté. Exactement. Il va pas m'apprendre à lire. Moi, je suis mieux que toi. Bien. C'est quoi la différence entre un lecteur, on va dire lent, et un lecteur rapide? Pour ceux qui nous écoutent là et qui se posent même pas la question, qui disent j'ai déjà du mal à terminer un livre en un mois. En fait, je pense que c'est exactement ça. Tu laisses pas le choix à ton cerveau finalement de s'ennuyer et de ne pas finir un livre. Dans le sens où moi j'appelle ça c'est mon expression, mais j'appelle ça des cadavres, des bouquins finalement qu'on commence mais qu'on ne termine jamais et qui restent finalement dans nos bibliothèques. Et en fait, on minimise les cadavres. Étant donné qu'un livre de 250 pages, si on est assez performant, on va le lire en 1h30. Tout le monde a 1h30. Tout le monde a 1h30. Et on voit dans notre vie tous les jours, on passe 40 minutes dans les métros pour aller au boulot, 40 minutes aller, 40 minutes retour. Donc c'est 1h30 finalement, on l'a. C'est juste une question de priorité. Alors tu vois, Steve, on a le docteur Alouche qui écrit ses livres dans l'avion et on a Amine qui lit les livres dans l'avion. Comme chacun optimise son temps dans l'avion parce qu'on est assis et qu'il n'y a rien d'autre à faire finalement dans l'avion. C'est exactement ça. Un feedback, Steve? Un feedback, c'est ce que je dis souvent en fait, et ça fait partie de l'émission donc ça tombe bien. Moi j'appelle ça le théorème des deux cours. On nous a endoctrinés pendant longtemps nous disant à travers des punchlines, à travers des grands hommes qui auraient dit que la vie est une salle de classe. Bon, pour certains même Dieu l'a dit, tu vois. Alors ça doit être important. Bon, moi je l'ai lu nulle part si tu veux. Donc je l'ai entendu beaucoup mais je l'ai lu nulle part. Moi je réfute cette croyance. Je la crois pas, elle m'intéresse pas, elle est anxiogène je trouve. T'imagines la vie est une salle de classe. Tu te rappelles la salle de classe avec cette vieille prof Thérèse là, avec ses cheveux tout gris, on a l'impression qu'elle n'a pas de shampoing, elle achète, je sais pas ce qu'elle achète, mais elle n'a pas d'argent pour acheter du shampoing a priori, hein, pour faire un soin des cheveux. T'es là, t'as un tableau, t'es assis, t'as mal au cul, t'as une chaise. Le mec a conçu les chaises de l'école, mais qui soient pendues quoi. Chaise en bois, t'es là-dessus 8 heures par jour. Pour n'importe quel mec dans un bureau, tu vas à Office Dépôt, il y a des chaises spéciales 2 heures, chaises 4 heures, chaise 6 heures, chaise 8 heures. Une chaise 8 heures, pour les gens qui connaissent pas, ça vaut 300 balles, 300 €. Moi, je pose la question. Est-ce que les chaises où les enfants sont assis 8 heures par jour sont des chaises à 300 €? Non, c'est des chaises à 12 €. Donc ça veut dire qu'on s'en fout du gosse. Tu vois? Donc moi, j'ai pas envie de visualiser ma vie comme une salle de classe. Donc si c'est pas une salle de classe, c'est quoi? J'ai envie de visualiser ma vie comme une salle de récréation, une cour de récréation. Et dans une cour de récréation, on fait quoi? On s'amuse, on rigole, on apprend, on a des relations sociales, etc. Et bizarrement, les animaux apprennent par le jeu. Et là, il y a du jeu, donc j'apprends. Donc là, comme le dit Amine, je peux devenir un trésor national vivant avec ces 10 000 heures particulières. Parce que 10 000 heures de jeu, 10 000 heures de plaisir. Mais dans une salle de classe, je connais peu de gens qui ont passé 10 000 heures et qui sont devenus des cadors dans leur game. Ouais. Donc, théorème des deux cours. La vie est une salle de classe, ouais, pourquoi pas, c'est ta croyance. Moi, je considère que la vie est une grande cour de récréation. Voilà. Et plus je m'amuse, plus j'apprends, et plus j'apprends, plus je plie le game. C'est ça, en fait, qui dit. Voilà. Qu'est-ce que tu mets dans les 10 heures que tu as dans une journée? C'est pas... Il y a plein de mecs qui sont derrière un bureau avec 4 ordi, etc. Ils sont au SMIC. Hein. Ils sont même moins en Inde. Hein. Ils codent des sites internet. Ils sont à moins que le SMIC. Pourtant, ils bossent comme des malades. Donc, s'ils bossaient comme un malade, c'était ça qui fonctionne. A priori, il y aurait beaucoup de milliardaires sur Terre. Mais c'est pas le cas. Enfin, l'expression parle d'elle-même. Hein. Bosser comme un malade. Au final, t'es malade. Bah, déjà, il y a bosser. Le mot bosser au début, déjà, ça me plaît pas. Voilà. Ah, mais je sais pas à quel moment Michel-Ange il a dit dans un de ses bouquins j'ai bossé. Ouais, mais c'était le boss.
c'était le boss, mais si tu veux, voilà, je sais pas, tu y vas, quoi, en fait. Tu vas, tu es là, tu te promènes, c'est une cour de récréation. Ah, ça va, toi? Ouais, toi, tu fais quoi? T'as un ballon, tiens, hop, tu tapes dedans, tiens, vas-y, bah, ok, je fais une partie, super. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Viens, ok, je te parle. Et t'es comme ça, en fait, tu t'amuses. Steve, on a 2 nouveaux champions de France de mind mapping et de lecture rapide. On va voir avec toi tout à l'heure comment justement avoir le mental des gagnants, peut-être qui partageront avec nous leur secret également. 01 53 48 3000 si vous voulez réagir à l'émission. 01 53 48 3000. AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon. Avec Steve qui est avec nous et puis les 2 champions de France, Antoine Boulle est le nouveau champion de France de mind mapping et puis Amine est avec nous, Amine Touari, nouveau champion de France de lecture rapide. Steve, c'est quoi le secret justement du mental des gagnants? Je sais pas s'il y a un secret, il y en a beaucoup. Après, j'aime bien, comme il dit Amine, code de bullshit, donc des trucs facilement applicables, comme ce truc de la salle de classe, quoi. Parce que beaucoup de gens se disent ok, bon alors j'y vais, je bosse. Non. D'abord il faut que tu sois super aligné, que tu trouves le truc que tu kiffes, et même si c'est pas quelque chose que tu vas faire toute ta vie, peut-être qu'aujourd'hui il fait du baseball, demain il fera du hockey, mais en tout cas c'est une étape qui va lui servir à construire son soi. Comme on dit, tout ce que tu as fait en fait était là pour te préparer à ce que tu devais faire au final un petit peu. Mmh. Moi, j'aime bien les stratégies non normatives, comme je l'ai déjà dit souvent. Je crois pas. J'ai accepté de ne pas croire à tout ce qui est bipolaire, pervers narcissique, TDAH, je sais pas de quoi, tous ces bullshit là, qui sont c'est des modes en fait, c'est des modes d'une époque. Hyperactivité. Ouais, c'est des grandes modes en ce moment, tu vois. La sortie de l'école, enfin plus maintenant parce qu'il y a plus d'école, c'est des cases en fait avec des vitres. On va appeler ça, mais c'est in de dire ouais mon enfant il est au potentiel et tout. Alors je te le déconseille parce qu'au potentiel, si t'as déjà travaillé avec un haut potentiel que t'as ramené en entreprise, c'est un mec qui n'a aucune vie sociale, hein. Il se masturbe tous les soirs, il regarde du porno, il est incapable d'adresser la parole à quelqu'un, il passe dans les couloirs à une heure où il y a personne. Par contre, pour te coder un site ou protéger ton entreprise d'une cyberattaque, c'est le meilleur. Par contre, il lui faut une pièce peinte en noir, des volets noirs, tout doit être éteint, il lui faut une lampe de chevet. C'est hyper, je déconseille à tout parent d'avoir un enfant au potentiel, c'est un calvaire. C'est un mec qui se mariera jamais, c'est des gens qui finissent tristes, qui sont anxieux. Alors si c'est ça le bonheur, waouh, tu vois. Mais les gens ont une image, au potentiel, une espèce d'Einstein un peu fou comme ça, ils se construisent leur histoire en fait. Mmh. Donc de la même manière que j'aime pas trop les normes comme ça, je suis un peu dans une stratégie non normative, si tu veux, personnelle. Parce que je pense que la minute où en fait t'acceptes tes normes actuelles comme le summum, t'es sur le chemin de la non-pertinence. Et les grands héros de l'histoire, tu peux prendre n'importe quelle histoire, hein, que ça soit Arthur Pendragon, Marc Aurèle, qui tu veux, en fait c'était les maîtres du mécontentement satisfait. J'appelle ça. Mmh. Le mécontentement satisfait. C'est-à-dire t'es complètement satisfait. Oui. T'es satisfait d'être mécontent de toi, en fait, mais continuellement. Alors, ça veut pas dire être un espèce de chiite avec un fouet, avec des clous, comme ça, ou un évangéliste, là, comme dans J'ai démon, là, je sais pas quoi, les sectes, Opus Dei qui se fouettent et tout. Oh Dieu, pardonne-moi, comme ça, etc. Non, Jésus, pas du tout. Non, ça veut dire que t'as accepté, en fait, que y a pas un moment où on arrive dans la légende personnelle. Y a pas un moment avec un tapis rouge, des trompettes, ouh, ça y est, t'es arrivé, bravo. Et après, je fais quoi? Rien, tu bois des mojitos et tu regardes la mer. D'accord, un gros ventre et tout. Ouais, non. Tony Montana nous l'a dit, hein, il dit c'est ça la vie de merde, bouffer comme ça, c'est ça Mani, c'est ça le fin du fin. Et Mani lui dit ouais, mais réfléchis pas à ce niveau-là, on réfléchit plus. Tu bouffes, tu fais comme tout le monde. Il dit non. Et là, Mani se réveille. Bon, après, lui, il part en vrille, si tu veux, Tony, mais il a eu un instant de lucidité qu'il faut respecter. Voilà, dans sa folie. Donc moi, j'invite chacun, en fait, à une stratégie non normative, de se dire, il y a pas de normes, en fait, et de devenir des mécontents satisfaits. Voilà. Parce que dès que tu deviens satisfait tout court, je crains le pire, Philippe. C'est là que se produit la chute, en général. Voilà.
Et comme l'a déjà dit quelqu'un, attention à la satisfaction personnelle. Développement personnel, oui. Épanouissement personnel, oui. Satisfaction personnelle, très court. Champion de France, tu manges une côte de bœuf maturée, 18 mois, tu bois un mojito, tu te fais plaisir, tu fais ce que tu veux. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, on y va. Lever, petit sport, le petit livre, on reprend la routine et tout. Voilà. Donc, le mécontentement satisfait. Après, il y a quelque chose que tout le monde connaît qui s'appelle le butterfly effect, mais il y en a beaucoup qui parlent pas anglais encore en 2020, donc on va faire un effort. C'est vrai que le butterfly effect, tout le monde en parle d'ailleurs tous les jours et toute la journée. Allô, Steve. Oui. Allô, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Philippe. Non, j'ai dit que le butterfly effect, tout le monde en parle tout le temps, en fait. C'est vraiment le sujet. Ah bon? Ah, je savais pas. Je sais que j'en parle depuis plusieurs années, mais je rappelle que c'est une théorie, hein, c'est pas du tout. Alors pour tout le monde, parce que Steve, on fera rafraîchir Butterfly Effect, en fait, ça a été assez connu par un film, l'effet papillon, où on voit clairement ce qui se passe sur deux drogués où tout part en vrille dans leur vie. Très beau film d'ailleurs, que j'invite chacun à regarder. Et l'effet papillon, c'est une expression qui nous vient, c'est une métaphore plutôt, qui a trait à la théorie du chaos et ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. Ça a été formulé par Edward Lorenz en 72. Il avait fait une conférence qui s'intitulait « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Et après, les journalistes, ont enlevé l'aspect scientifique de la question, de la maïeutique socratique, et ils ont gardé que la phrase, sans le point d'interrogation, « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas ». Et c'est comme ça qu'ensuite on est passé de la théorie à la controverse, puisque lui, il avait jamais dit que c'était un fait établi, si tu veux. Et lui, il t'explique qu'un battement d'aile, avec la force, le centrifuge, ça va emmener une feuille, et puis la feuille, etc. Et à la fin, tout ça va créer une tornade au Texas. Bien sûr, c'est exagéré, mais c'est pour expliquer un petit peu le poids de nos actions, si tu veux, dans le karma. Voilà. Mmh. Et moi, j'aime bien utiliser ça. Je l'utilisais à l'époque en coaching. Je disais, vous connaissez Butterfly Effect? Et il me disait, non, le film et tout, avec les drogués. Non, pas ça. Non, la théorie, Edward Lorenz. Ah ouais, d'accord, Wikipédia, ouais, ok. Et donc, une fois que j'ai expliqué, il disait, ouais, je disais, vous, ça va être quoi votre battement d'aile pour 2020? Et là, les gens buggaient. Ils disaient, what, quoi? Et donc, ils avaient très, très bien compris, mais il fallait un moment, si tu veux, pour qu'ils élaborent un mensonge corporatement acceptable, tu vois. À la fin, je disais, ok, donc, mais concrètement. Et là, les gens se rendaient compte qu'ils n'avaient pas prévu de battement d'aile, mais qu'ils imaginaient que du jour au lendemain, il y allait avoir une tornade au Texas métaphorique dans leur vie, avec un millionnaire, ou qu'ils allaient avoir Kim Kardashian qui allait débarquer chez eux, ou je sais pas, en fait, tu vois. Ça n'est pas possible. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est, ok, c'est quoi le battement d'aile que tu veux initier là pour... il reste 6 mois pour la fin de 2020, pour qu'il y ait une tornade au Texas le 31 décembre. Si tu le sais pas, il faut l'écrire. Voilà. Et l'idée, c'est de l'écrire soit par un mot, soit par un dessin, soit par une image qui est le plus simple pour toi. Donc on a la durée, 6 mois. On a le battement d'aile. Ensuite, ce qui est bien, c'est d'inscrire la définition de ce mot pour toi. Quand tu dis succès, quand tu dis champion, quand tu dis hot dog, c'est quoi en fait? On est dans une période de crise, j'ai fait un hot dog, parce qu'il y a cette histoire du hot dog, donc je veux pas me laisser contaminer comme ce mec-là, etc. Voilà, donc écris, ça permet à ton cerveau, à ton subconscient de le programmer et de dire ok, j'ai compris ce qu'il veut, ok, c'est clair pour moi. Ensuite, la 3e étape, ça va être de l'associer à des faits. Ok, donc comment tu peux faire pour ne pas être ce vendeur de hot dog? Ok, premièrement, je vais repérer tous les gens qui sont comme le fils du mec. Les gens qui sont négatifs, ouais, c'est la fin, ouais, là, faut économiser à mort, ouais, là, c'est foutu, le business et tout. Ok, donc je vais prendre tous ces gens-là et je vais les mettre dans un Tupperware, au frigo ou au congèle et on verra vraiment ce qu'on en fait après, mais pour l'instant, on les met au congèle. Et ensuite, là-dedans, ce qu'il faut toujours, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une communauté de pairs, de mentors, de guides, de gardiens, et d'identifier quels vont être là-dedans les pairs, les mentors, les guides, les gardiens. Ça peut être des gens morts, ça peut être des livres, ça peut être des gens vivants, ça peut être plein de choses qui vont nous permettre d'atteindre cette tornade au Texas dans cette durée déterminée à partir de ce battement d'aile de départ de papillon au Brésil. Voilà, moi j'aime bien ça. Karma Sutra
concept en fait. Voilà. Et ça se produit aussi, si tu veux, avec ma croyance, hein, c'est que la prospérité, c'est souvent le résultat d'une. Alors il y avait la sincérité radicale qu'on a déjà expliqué aux gens. Là, il y a un autre concept, c'est la générosité radicale. Ah, ça c'est pas donné à tout le monde, la générosité radicale. Et moi je pense que la prospérité est souvent le résultat d'une générosité radicale. Donc quand je coach rarement ou un mec hyper riche, en général je lui dis toujours, tu connais la générosité, sincérité radicale? Il me dit ah non je connais pas, donc j'explique. Je dis bah tu vois il y a la générosité radicale. Je lui dis je suis sûr que si on creuse, il s'est passé un truc ou t'as fait un truc ou tu fais un truc au quotidien, tu t'en rends même plus compte, mais t'es pas comme tout le monde. Il y a un truc, il y a quelque chose. Voilà. Alors parfois il le fait plus du tout, il l'a fait au début et maintenant il vit sur ses acquis. Et voilà, mais parfois il y en a qui continuent encore, c'est là l'épreuve du conquérant, malgré leur grande richesse, à continuer à faire le bien qu'ils faisaient au départ quand ils avaient peu. Et c'est important, voilà. S'il l'a oublié, tu peux lui rappeler, afin de lui permettre de garder cet effet, cette bénédiction, cette baraka, ce Karma Sutra effect, cet effet papillon. Et pour celui qui l'a pas oublié, tu peux le mettre en exergue, tu vois, ce qui est pas important pour toi finalement, ça a peut-être un gros effet sur ta richesse, ton abondance financière. Ouais. Après, il y a ce que j'appelle l'enfer des gagnants. Ouais. Alors, pour les croyants, ils ont un enfer, tu sais, les croyants. Donc, il y a, ce qui paraît, il y a Hitler, il y a Mussolini, je sais pas qui, tu vois, peut-être d'autres. Chacun imagine celui qui veut. Donc, il y a des flammes. Pour les plus imaginatifs, on boit du pu, il y a des migales qui sortent de ta bouche. Enfin, il y a tout un tas de descriptions qui nous ont été faites, hein, par Dante, par exemple. Eh bien, les gagnants ont leur enfer aussi. Ouais. Alors, déjà, le plus gros problème d'un gagnant, c'est quand il va en enfer, il se retrouve avec tous les losers. Il faut qu'il les supporte. Voilà. T'as tous les gros qui disent ouais, moi je suis dans l'enfer des gros. Regarde, je suis gros, je suis moche et tout. Et puis il va devoir passer l'éternité à leur dire mais attends, mais t'avais qu'à aller à la salle, cut de bullshit, mon gars, vas-y. Mais attends, mais quoi? Regarde moi comment j'étais quand je suis petit, je suis né, j'ai une difformité, ça m'a pas dérangé, etc. Donc l'enfer des gagnants, c'est d'être dans le paradis des losers. Voilà. On fonctionne dans un monde de cause à effet. Le gagnant l'a compris, lui, si tu veux. Le non-gagnant, lui, a compris qu'on est dans un monde de main tendue à l'univers comme un clochard à porte de la Villette, si tu veux. Voilà. Tu sais, les clochards roumains, ils ont une nouvelle technique, ils mettent un gobelet par terre avec des pièces. Ouais. Et ils attendent qu'il y ait un mec qui fasse pas attention. Et en fait, quand tu fais pas attention, tu shootes dans le gobelet. Et après, il te regarde comme ça, mes pièces, j'en ai plus. Il crie, il pleure avec sa mère et tout. Et toi, t'as envie de te débarrasser de lui. Donc, tu lui donnes une pièce et tout, il ramasse son gobelet pour pas avoir une honte sociale, en fait, tu vois. Et il y a des gens, ils sont un peu comme ça, en fait, voilà, tu vois. C'est une espèce de main tendue vers l'univers. C'est un clochard un clochard divin, en fait, on peut appeler ça, tu vois. Et ça, c'est l'enfer du gagnant. Voilà. Et le gagnant, lui, si tu veux, il a compris quelque chose, qu'avoir peur, c'est pas un péché mortel qui emmène en enfer. C'est avoir peur, t'as le droit. Voilà, c'est comme rattraper ses prières pour un musulman, si tu veux. T'as le droit. Voilà, c'est pas tous les jours, pas tout le temps, mais t'as le droit de le faire. Voilà. Par contre, quand on appelle ça stuck, rester englué là comme ça dans un sable mouvant et j'arrive pas à sortir. Mais gars, si t'arrêtais de crier déjà et que tu dépensais un peu plus d'énergie à essayer de sortir au lieu de crier et de te débattre, ça marcherait. Donc lui, le gagnant, il a compris, si tu veux, que rester coincé, figé comme ça, paralysé, c'est interdit. Ça, c'est interdit. C'est aussi interdit que manger du porc s'il était musulman, faire une perfusion sanguine s'il était témoin de Jéhovah, ou appeler l'ascenseur pour un juif un jour de Shabbat, si tu veux. Voilà, on est au même niveau. Voilà. Un juif un jour de Shabbat, il appuie pas sur l'ascenseur. Il allume pas la lumière dans l'escalier. Et ben un gagnant, lui, il reste bloqué 30 secondes. Après, il dit oh, y a quelqu'un? Oh, t'es là? Ouais, ok, parce que j'ai vu que t'es parti en subconscient. Ok, on y va. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, va le voir, attrape ton truc, prends ton sac, va à la salle, tu réfléchiras après. T'auras mal après, en fait. T'auras mal demain matin. Eh oui, t'as pas trop mal ce matin, Steve? Non, pas du tout, Philippe. T'es allé à la salle hier? Je suis à la salle, premier jour de salle. T'as pas trop mal, là, aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. Bah non, je fais beaucoup déjà un coach, en fait, moi j'aime bien les entraînements avec coach.
Et il m'étire après, donc il m'a étiré à mort. Et puis non, rien du tout. Voilà. Bon, Steve sur Beurre FM, on a nos gagnants ce matin, Amine Touari et Antoine Boule. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.